Alors, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette rencontre d'autrices en l'occurrence. Merci Violette Duval d'être avec nous ici à la bibliothèque Clément Darry-Géza. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Alors, la publication de votre ouvrage s'inscrit pleinement dans notre programmation culturelle pour deux choses. La première étant donné que c'est le mois du voyage, donc vous avez quand même parcouru beaucoup de pays. Et aussi une programmation qui va être toute particulière au mois de novembre, qui est le mois de la santé et du handicap. Donc ça nous permet de faire déjà une première ouverture pour comprendre un petit peu certaines choses, certains mots qui peuvent nous atteindre, certaines maladies. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc dans votre livre, j'aimerais comprendre un petit peu votre parcours. Quel a été votre parcours et c'est surtout par la suite comprendre finalement qu'est-ce que la fibromyalgie, comment on en est arrivé là. D'accord, alors en fait pour commencer j'ai fait un long parcours scolaire, j'ai travaillé dans un gros cabinet d'audit et suite à ça j'étais pas du tout l'âme d'une voyageuse, donc je m'étais dit un jour je ferai un tour du monde mais c'était resté un petit peu en suspens et là ma maladie s'est vraiment déclenchée, donc la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie en fait c'est une maladie où on a des douleurs musculaires et articulaires en permanence. Donc c'est une maladie très contraignante, très handicapante. On a du mal à rester par exemple assis, debout. Et j'en étais arrivée à un tel point que j'avais beaucoup de quand on est auditeur comptable, on fait beaucoup d'heures. Et j'étais complètement alitée, je ne pouvais plus rien faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, quitte à vivre comme ça, j'avais 25 ans, je me suis dit, je vais réaliser mon rêve et je vais faire un tour du monde. Et le seul qui y croyait, en fait, c'était mon kiné, et que je connaissais depuis très longtemps, parce que je suis ancienne sportive de haut niveau, j'ai fait du basket jusqu'à 14 ans, 2 ans en haut niveau. Et justement, j'ai été obligée d'arrêter à cause de problèmes sous les pieds qui n'ont jamais été identifiés, sauf que maintenant, je sais que c'est la fibromyalgie. Et donc, je me suis dit, je vais faire un tour du monde et j'ai mis 2 ans à me réadapter, on va dire, physiquement. Et puis, je suis partie, quoi. Je suis partie au bout de 2 ans. Et je pensais partir 1 an pour faire un tour du monde et finalement, je suis partie pendant 3 ans et demi. Donc voilà. Et bon, j'ai travaillé en Australie, j'ai traversé l'Asie. J'ai travaillé en Australie avec un Working Holiday Visa. Il faut savoir qu'on a des permis de travail où on peut travailler quand on a moins de... À l'époque, il fallait avoir moins de 31 ans, maintenant c'est moins de 35 ans. Et ensuite, je suis partie dans les îles du Pacifique et bon, au bout de 3 ans et demi, j'avais un peu envie de rentrer loin du pays, donc je suis rentrée quand même. Et je suis rentrée surtout avec un avenir, ce que je n'avais pas en fait, vu comment ça s'est passé, le diagnostic, vu comment ça s'est passé, comment j'ai vécu en fait le fait d'avoir cette maladie et de ne pas pouvoir continuer à travailler, puisque à l'époque, je développe ou parce que à l'époque en fait, je veux continuer à travailler, mais en fait mon arrêt de travail, j'ai des arrêts de travail. Et j'ai un arrêt de travail global et on me dit faut que vous arrêtiez de travailler. Oui, en même temps j'étais alitée une bonne partie de la journée. Et la sécurité sociale ne veut pas de mon arrêt de travail écrit fibromyalgie dessus. Donc je me retrouve avec un arrêt de travail que je ne peux pas prendre. Je me retrouve à devoir retourner travailler alors que j'étais vraiment dans l'incapacité totale de travailler. Heureusement dans tout ça, quand vous êtes plus en arrêt de travail pendant plus de 3 mois, le médecin du travail vous voit. Et elle m'a dit on va vous mettre en mi-temps thérapeutique, mais même le mi-temps thérapeutique, j'y arrivais pas. Donc j'en ai beaucoup voulu à la sécurité sociale de ne pas reconnaître notre maladie. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai compris que la maladie n'était pas reconnue. Et donc c'est aussi pour ça que je suis partie de France, parce que j'avais besoin de voir autre chose et j'en voulais un peu au système, d'avoir une maladie qui n'est pas reconnue et d'en pâtir et de... Moi j'avais qu'une envie de travailler, c'est de travailler, mais j'étais dans la capacité totale de travailler. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis partie et voilà. Et donc vous avez parcouru le monde, vous avez fait beaucoup de pays. Avant de rentrer aussi dans tous ces pays, ces particularités que vous avez pu rencontrer, je vais vous diffuser un petit extrait du web documentaire qu'on peut trouver sur YouTube. C'est un teaser que je trouve très bien. Suite à votre parcours
Mont-Saint-Michel, Marseille. C'est ça. Une belle marche. Et pas de polémique s'il vous plaît sur le Mont-Saint-Michel, on ne sait pas s'il est de Bretagne ou de Normandie, merci. Je vous diffuse le web documentaire. 12 steps into your backyard, through tall green grass and into the wild. Ain't it feel right? Ain't it feel nice? In your own backyard. Donc en fait, en 2010, j'ai été diagnostiquée atteinte de fibromyalgie, qui est une maladie en fait où on a mal partout en permanence, des douleurs musculaires et articulaires. Ça touche 2 millions de personnes en France et ça a beaucoup remis en question ma vie. Pendant 2 ans, j'ai eu du mal à vivre avec et ce qui m'a un peu sauvé la vie, c'est de me dire je vais voyager. Et donc je suis partie voyager contre toute attente parce que c'était pas forcément possible. Je suis partie en Asie, en Amérique du Sud et j'ai fait énormément de rencontres et ces rencontres m'ont poussée à réaliser le projet que je suis en train de faire. Donc mon projet, c'est de marcher 6000 km à pied du Mont-Saint-Michel jusqu'à Marseille, c'est l'équivalent d'un Paris-Dubaï, en longeant le littoral, pour faire connaître et sensibiliser sur la maladie. Je me suis aperçue justement en rencontrant des gens que la maladie n'est toujours pas reconnue par la sécurité sociale. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de médicaments adaptés, on n'a pas de reconnaissance officielle, donc c'est très dur. Déjà physiquement c'est dur parce qu'il faut faire pas mal de kilomètres par jour et même si je me suis entraînée, c'est dur physiquement. Surtout avec la poussette, il y a 30 kilos à pousser, c'est un peu comme si je pousse mon handicap. J'ai mal partout, j'ai la maladie, donc c'est dur. Après, je donne beaucoup dans ce projet, mais je reçois tellement que c'est au-delà de mes espérances. Les gens qui me suivent, ils sont incroyables, ils m'envoient plein de messages d'amour et c'est top parce que sans ça, je pense que j'irai moins vite et moins loin et je ne m'arrêterai pas parce que c'est très important. C'est le projet de ma vie, c'est l'aventure de ma vie. Aujourd'hui, je suis à Nazaré au Portugal. C'était un peu mon rêve, donc je suis super contente d'être arrivée jusqu'ici. Il faut se donner à fond. Si tu as un projet, fonce quoi. Tout le monde est capable de se surpasser et de faire des choses. Et c'est encore plus beau de le faire pour les autres en fait. Et ça, c'est peut-être donner un sens à ma vie que j'avais pas avant. Désolée pour le fait que ça ait un peu sauté. Je vous invite véritablement à vous connecter à YouTube pour voir le documentaire complet qui dure à peu près 40 minutes, qui est tout à fait remarquable. Mais avant de rentrer dans ce web documentaire, moi ce qui m'intéresse c'est votre petit tour du monde en fait. Donc c'est une carte que j'ai prise de votre tour du monde, qui était le tour du monde initial, j'ai l'impression. C'est ça. Vous êtes parti de Saint-Pétersbourg. Ouais. Et vous êtes... Je suis partie de Paris, mais oui, j'ai pris un billet sec pour Saint-Pétersbourg en me disant je vais partir 1 an, mais
Voilà. Je savais que je voulais aller en Mongolie et prendre le transsibérien. Voilà, je suis partie avec 2 personnes à la base et ça s'est vite transformé en j'étais toute seule. Voilà, c'est difficile de combiner les différentes. Enfin, on a tous des envies différentes, donc voilà. Mais j'avais peur de partir seule, et puis c'était aussi pour rassurer mes parents parce que forcément partir avec une maladie, voilà, même moi hein, quand je suis partie, je me suis dit ça va être compliqué. Et puis finalement de voyager, de faire ce qu'on aime, d'aller à la rencontre des gens. Et puis je me suis mise à la photographie, à marcher, et je me suis aperçue que ça me faisait énormément de bien. Et donc ouais, j'ai pris le transsibérien pas jusqu'en Mongolie, mais jusqu'au lac Baïkal, grosso modo. Et après, ce qui est une aventure en soi, puisque les Russes, contrairement aux dirigeants, c'est un peuple, vraiment, ils sont charmants. C'était une aventure en soi. Et ensuite, je suis allée en Mongolie, où là, c'était assez fou, quoi. Et après, j'ai continué, mais la Mongolie, c'est vraiment un autre monde. Effectivement, vous avez des pays qui vous ont le plus marqué. Là, j'ai pris quelques photos justement de ce qu'on retrouve sur votre profil Facebook. Et effectivement, ces anecdotes, on en retrouve quelques-unes dans l'ouvrage World to Walk. Et est-ce que vous pouvez me parler un peu peut-être d'un ou 2 pays qui est ici présenté, qui vous a vraiment marqué? Il y en a beaucoup, je pense. Oui, non, en fait, chaque pays nous apporte quelque chose. En fait, vous découvrez une partie de vous, ou voilà, vous découvrez quelque chose. Par exemple, le Laos, pays du sourire. Clairement, en Asie, ils ont tous le sourire. Ils ont rien, mais ils sont tous hyper souriants. Ils vous accueillent les bras ouverts, et c'est impressionnant parce que vraiment, voilà, ils se prennent pas la tête. La Birmanie, c'est incroyable, ils ont vécu. Alors j'y suis allée en 2012, hein, donc c'était ouvert, mais ils avaient très peu de touristes et ils étaient hyper charmants. Mais quelque part, il y avait aussi, il y a un contexte où il y a quand même le gouvernement qui est bien présent et qui nous surveillait un peu, donc c'était assez étrange. Mais oui, on a rencontré un chaman aussi, c'est d'autres cultures. Et c'est ça, quand vous avez un peu goûté à voyager et à découvrir d'autres cultures, vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que j'ai tendance à repartir, parce qu'on apprend énormément. Quand on est curieux et qu'on aime le voyage, on apprend énormément. Je trouve que beaucoup plus quand on est en France. Donc du coup, j'ai toujours envie de repartir. C'est un peu le problème. Et l'Inde très particulier. Voilà, on aime ou on déteste. Mais j'ai pas détesté, mais c'était très particulier. La condition de la femme, notre condition aussi. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez violent en fait. Mais c'est une expérience. Et quand vous avez fait quand vous êtes allé en Inde, après vous pouvez aller dans plein de pays, parce que ça vous a. Je pensais être choquée par la pauvreté, et j'ai été choquée par plus comment on était traité et comment l'humain perçoit. Là pour le coup, le touriste il est perçu comme un billet vert, et c'est fatigant, c'est très usant. Et moi j'ai pas eu de relation très humaine avec eux. Il y avait toujours une relation liée à l'argent, et donc ça fait réfléchir aussi. C'est ça le voyage, ça fait réfléchir, et c'est ça que j'aime aussi. Et à un moment, vous avez eu une interview avec un journaliste, avec un article, j'ai noté, qui a été publié dans la Dépêche Tahiti, où effectivement vous avez dû évoquer un petit peu vos voyages, le côté un peu des pays que vous avez pu rencontrer, des gens que vous avez pu rencontrer. Et du coup, il en ressort de cet article quelque chose d'assez négatif finalement. Alors oui, mais j'étais pas. C'est un peu aussi des fois les journalistes. J'avais dit des choses positives, et il a tout concentré sur le négatif. Oui, en plus j'étais dans une phase. Vous avez des phases dans le voyage où c'est pas tout beau, tout rose. Hein. Voilà, là je cherchais un travail, je trouvais pas. J'avais rencontré quelqu'un, ça fonctionnait pas. Donc en fait c'est ça aussi. Hein. Il y a des aspects personnels. Mais il en a gardé que le côté négatif, parce qu'à ce moment-là il m'a posé une question. Elle était orientée aussi. Donc, non, j'ai adoré les Philippines. J'aimerais y retourner. Il y a plein de pays. La Birmanie, malheureusement le contexte est un peu compliqué, mais j'ai adoré la Chine. Moi j'avais un a priori sur la Chine et les Chinois malheureusement.
Et c'est ça la découverte, c'est que on est en catalogue, et en fait j'ai adoré la Chine et je serais prête à y retourner. Malheureusement, bon, c'est un peu compliqué quand même, mais avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Mais oui, enfin, en fait, dans tout ça, on se rend compte que l'humain, il est généreux et c'est énorme ce que vous pouvez vivre. Mais en termes d'émotion, à la fin, c'est assez fatigant. Et c'est aussi pour ça que je suis rentrée, je pense. Parce que voilà, vous êtes... vous pouvez ne jamais vous arrêter de voyager. Il y a toujours des moyens de travailler quelque part et tout, mais au bout d'un moment, émotionnellement, vous recevez beaucoup. Et en tant que voyageuse ou même voyageur, on a vu la semaine dernière qu'il y a beaucoup de stéréotypes, d'images assez négatives. Par exemple, à un moment, dans l'ouvrage en page 243, j'ai noté que vous avez eu un entretien avec un guide touristique de l'Only Planet en Polynésie. Et il vous pose la question, j'ai entendu dire que vous, les femmes qui voyagez seules, vous développez un 6e sens. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce vrai? Alors déjà, moi, je rajoute aussi une autre question en dehors du 6e sens, c'est finalement, une femme seule qui voyage, est-ce un problème? Non, alors je pense qu'on peut avoir on peut faire des mauvaises rencontres partout, hein, que ça soit à Paris, que ça soit n'importe où. Donc voilà. Après, en fait, je pense que c'est dans l'inconscient féminin, dans notre société. De toute façon, on a été habitués à faire plus attention, je pense, que les hommes. Hein, on peut le dire, mais je pense. Voilà. Donc c'était sur cette question, elle était sur le 6e sens, parce qu'en effet, en termes, je pense, d'analyse je perçois les gens assez rapidement. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, quand vous faites du stop, en Polynésie, je savais si je fais du stop, si je le sens pas, j'y vais pas, en fait. On est obligé de se faire énormément confiance. Donc, du coup, vous sentez pas, vous y allez pas. Mais faut vraiment faire attention à ça. Mais je pense qu'on l'a, et c'est juste... oui, en voyage, c'est plus développé, puisque tous les jours, on doit faire attention, entre guillemets, mais au final, il n'y a pas... moi, j'ai pas... il y a des hommes aussi qui ont des mauvaises expériences. Hein, voilà. Moi, il y a eu un peu de la drague, une aventurière, voilà. Mais ça restait assez tranquille. Il n'y a qu'une fois, on a ouvert ma tente, j'étais pas dedans, heureusement, mais j'étais protégée par les gens du village. Donc, il y a toujours des... Mais moi, j'ai rien eu, et je me suis toujours quand même légèrement protégée. Et autre chose par rapport au voyage, et on en a parlé aussi, à un moment vous discutez avec Alexandre, un gérant français de l'hôtel de Tuamotu. Ouais, c'est ça. Et il dit, mince, bien sûr, j'aurais dû le deviner, le moment préféré du voyageur. C'est quoi le moment préféré du voyageur? Alors c'est le soir, au coucher de soleil, voilà. En fait, le voyage, c'est aussi prendre le temps, voilà. Et donc on voit les choses un peu différemment. Et c'est un moment qu'on prend le temps. Je pense que quand on a une vie active, on prend plus de temps. Moi-même, là, je ne prends pas forcément trop le temps. Et quand on est en voyage, ouais, ça c'est... c'est ridicule de ne pas le faire quand on est statique à un endroit, mais concrètement, c'est magnifique de voir le coucher de soleil, de le voir se lever. Et en voyage, en plus, on n'a pas forcément les mêmes horaires, parce qu'on se lève, désolé, mais on a plus la patate de se lever et de se dire on va aller là, on va découvrir. La découverte, c'est hyper enrichissant. Après, on ne peut pas voyager toute sa vie, hein, mais on n'a pas le même rapport au temps, et on prend le temps vraiment. Et la fibromyalgie, finalement, est-ce que ça a été un frein? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes au cours de votre voyage à cause de la fibromyalgie, des situations? Alors, ça a été compliqué dans un trek en Nouvelle-Zélande notamment, ou même des treks que j'ai fait après en Amérique du Sud. Comme je ne peux pas porter sur du long terme parce que j'ai trop de douleurs, et le froid est une catastrophe. J'avais un Working Holiday Visa, donc un permis vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande, et je ne l'ai pas fait parce que au bout de 15 jours, c'était trop humide, on n'arrivait pas à bien dormir, j'étais trop douloureuse, et là je me suis dit il faut que j'aille dans les îles. Je retourne au chaud, et pareil au Pérou, même en Patagonie, parce qu'après j'ai refait un autre voyage en Amérique du Sud,
en fait. Et là, le froid, c'est complexe, quoi. Et l'altitude aussi. Et puis il faut prendre le temps de s'acclimater, ce que j'avais fait au début. Et je suis repartie au Brésil, je suis revenue au Pérou, et donc du coup là, j'étais pas acclimatée. Donc, j'avais pas fait tout ce qu'il faut faire. Et là, j'ai eu vraiment très mal au crâne. Et bon, c'est lié aussi à la fibromyalgie, mais je voyais trouble, enfin c'était dangereux, quoi. Donc ouais, puis après c'est les transports en commun. Quand vous prenez les transports en commun, voilà, vous êtes statique pendant un certain nombre de temps. Voilà. Mais c'est toujours pareil en fait, comme vous êtes émerveillé, l'émerveillement crée de l'endorphine, comme d'ailleurs la marche. Et c'est pour ça que moi je prends pas de gros traitements, j'en prends pas du tout. Mais il faut savoir que les traitements pour la fibromyalgie, en fait, c'est à base de morphine ou de kétamine. Enfin, c'est des gros traitements très lourds, antidépresseurs, antidouleurs, qui finalement ont très peu d'effet à part rendre dépendants les gens. Et moi j'ai très vite compris ça, donc j'ai très vite arrêté ça. Je me suis dit voilà. Et de toute façon, le médecin qui m'a diagnostiqué m'avait dit il faut voir avec votre centre antidouleur et rester active. Le rester active à l'époque, je l'avais très très mal pris. Parce que je me suis dit mais il se fout de moi, parce que je peux rien faire. Enfin, je suis bloquée dans mon lit et voilà, quoi. À l'époque, il y avait juste un petit brin de musique qui me faisait du bien. Vraiment, j'ai l'impression qu'on m'avait roué de coups. Enfin, c'était horrible. Et je comprenais pas cette phrase. Mais le centre antidouleur, je comprends toujours pas. Mais le rester active est plus que nécessaire. Et le mouvement, clairement, c'est hyper important. Et c'est ce qui est préconisé de toute façon à l'heure actuelle, plus que les médicaments. Et du coup, vous appliquez le fait de... Oui, inconsciemment. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que c'est inconsciemment que je suis venue à ça, en fait. C'est pas, comme inconsciemment, je suis venue à faire 6700 km à pied, en fait. Il n'y a rien de prévu, en fait. Et c'est ça que j'aime dans ma vie, c'est que, si on me propose quelque chose d'intéressant, je vais le faire. Et j'ai 1000 idées qui arrivent, et puis il y en a une, que je vais tenter et que je vais faire. Et au cours de ma lecture, j'ai vu qu'à un moment, vous êtes parti en Amérique du Sud. Vous fondiez, moi j'ai eu cette sensation, peut-être je me trompe, mais vous fondiez beaucoup d'espoir finalement sur l'Amérique latine, dans le sens où vous pensiez même peut-être, vous envisagiez de vous y installer. Que s'est-il passé? Parce que on a une vision, c'est vrai, assez négative de certains pays, mais quelle a été votre expérience Alors, moi concrètement, je voulais faire du surf en Nicaragua, aller jusqu'en Amérique centrale, c'était un peu ça, et me dire je vais m'installer en Amérique centrale. Mais non, du coup, je me suis arrêtée bien avant. En fait, ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. Alors j'ai trouvé ça très beau, mais j'ai pas eu cette connexion que j'ai eue avec les gens en Asie ou même en Polynésie. Donc voilà, et puis c'est très similaire, à part bien sûr le Pérou, la Bolivie, mais ça reste très froid, donc moi je peux pas vivre dans ces pays-là. C'est magnifique, mais j'ai trouvé qu'il y avait on devient en tant que touriste blanc, on devient un peu l'attraction, et en fait les rapports sont il y a eu trop de monde qui est arrivé en Bolivie et au Pérou ces dernières années, et j'avais du mal à rencontrer des gens juste comme ça pour discuter. Donc ça m'a un peu perturbée. Mais bon, c'est normal, voilà, c'est l'aspect du tourisme. Et non, j'ai pas eu de coup de cœur. Et en plus, j'ai rencontré un Américain en Uruguay, qui était en train de qui venait d'avoir fini, il venait de finir le tour d'Amérique du Sud à pied avec sa poussette et son chien. Donc voilà, ça m'a donné plein d'idées pour la suite. Et là, je me suis dit, mais purée, il faut que je fasse ça, quoi. J'ai vu la poussette, je me suis dit, mais ça, c'est une trop bonne idée. Et d'où les 6700 km pour la fibromyalgie et avec la poussette, quoi. Sans le chien, mais avec la poussette. Donc en fait, voilà, j'avais plusieurs choses. Ma sœur venait me voir en Colombie, puis je me suis dit, non, là, je suis pas dans le mood de continuer. Et l'Amérique centrale, je le ferai plus tard. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a des fois, il faut se dire aussi que voilà, on a le voyage, c'est bien, mais on a envie d'autre chose. Et j'avais ce projet-là. Et j'avais aussi... en fait, j'ai beaucoup voyagé, j'avais écrit un peu des carnets de voyage et tout, et j'avais peur d'oublier. Dans ma maladie, on oublie un peu ce que des fois je peux oublier, ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Parce qu'à contrôler tout, essayer de gérer la douleur et tout, on oublie ce qu'on vient de dire il y a 2 secondes. Et donc je m'étais dit, il faut quand même que j'écrive. Et donc je suis rentrée d'Amérique du Sud, et là j'ai écrit pendant 6 mois. Et c'est d'ailleurs les textes qui sont, surtout le voyage. Et j'avais vraiment peur d'oublier tout ça, et ça me pesait.
Puis j'ai fait des rencontres sur rencontres. J'ai rencontré des Français qui eux, j'aurais tout de suite, il y a eu une connexion, pareil en Uruguay. Et c'est ça, enfin, on se rencontrait, on se croisait, puis là on se rencontre et je leur raconte ma vie. Ils me font, mais il faut que tu écrives tout ça. Et on me l'avait déjà dit 50 fois, il faut que tu écrives un livre et tout. Je fais oui, mais enfin bon, moi, rester statique. Voilà. Et bon, quand même, ça a résonné un peu. Et du coup, j'ai commencé à vraiment écrire, mais sans me dire je vais sortir un livre, vraiment. C'est parce qu'on est venu vers moi pour écrire mes livres. Parce que moi, je sais pas, j'avais pas la prétention d'être littéraire et d'écrire un livre. Clairement. Ben oui, mais voilà, comme quoi je m'étais mis des barrières. Après, voilà. Surtout que c'est un livre qui se lit très bien et on rentre vraiment au cœur de tous ces pays que vous avez pu voyager. Ça développe surtout certaines émotions. À un moment, pour rien vous cacher, j'ai ressenti de la colère en particulier. Avec les expériences au niveau de l'emploi que vous avez vécu, surtout en Australie. Et là, j'ai eu une incompréhension, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ces expériences de travail dans d'autres pays? Parce que déjà en France, malheureusement, vous n'étiez pas en mesure de pouvoir travailler comme il était dans les autres pays finalement. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'avais besoin d'argent, hein, à un moment donné, il faut bien travailler, voilà, c'est pas éternel l'argent pour voyager. Et je suis partie, donc j'ai pris un billet pour l'Australie, c'était le moment de travailler. Et là, en une semaine, je trouve un travail et là, le patron me dit, on a besoin d'un réceptionniste. Il y a des plateformes où on peut trouver des emplois assez rapidement. Si vous prenez le premier avion, je vous engage et tout. Donc moi je prends le premier avion, je ne sais pas trop où j'atterris. J'atterris en plein milieu du désert, c'est à Newman en Western Australia, ce qu'ils appellent Western Australia. Et donc c'est en plein milieu du désert, c'est la plus grande mine à ciel ouvert au monde. Et là, je découvre l'envers du décor. Alors après, surtout le premier jour, en fait, donc il vient me chercher, le patron, et puis il me dit en arrivant, là c'est notre quartier, puis là c'est la poubelle, en montrant les aborigènes. Et donc là, je me dis bon, c'est top. Et voilà, je suis restée un mois chez lui, et puis il m'a traité de sale française en partant. Enfin, voilà. Donc là, j'ai connu le racisme en fait. Voilà, c'est très particulier. Il faut savoir que dans ces types de travaux, on est un peu, les Français, ils savent qu'on travaille bien et vite et qu'on fait les choses, donc ils nous utilisent pour ça. Après, il y en a j'ai eu un très bon patron le dernier, mais avant, ça a été plusieurs. En fait, je pense aussi que le désert rend un peu fou les gens, donc je suis tombée sur une. Alors, j'ai fait beaucoup de ménage et je suis tombée sur une patronne qui était alcoolique. Enfin, c'était. Voilà, ça rend un peu fou quand même le désert. Et pour avoir encore des nouvelles de celui qui m'a hébergé, lui il est parti et il en voulait à la mine parce que forcément il y a des gros problèmes de cancer, il y a des gros risques. Ils sont donc underground, donc ils sont il fait 50 degrés dans le désert, ils sont sous la mine. Enfin voilà, ils gagnent très bien leur vie, mais justement c'est un endroit où ils gagnent 100-150 $ par jour, donc c'est assez fou. Et il y a des risques forcément, donc oui, non. Et puis après mon expérience où j'ai travaillé dans un espèce de Leclerc local où là les Australiennes ne nous aimaient pas trop, on était entre étrangers, mais j'ai rencontré je suis encore amie avec des Coréens avec qui on a travaillé là-bas, mais c'est vrai qu'on était un peu entre nous étrangers et les Australiens étaient un peu on n'était pas trop mélangés quoi. Mais après, c'était une expérience que je ne regrette pas parce que c'est hyper intéressant. Et puis ça fait relativiser. Voilà, je vois presque c'est en très court ce que c'est le racisme. Donc c'est intéressant. En fait, c'est aussi ça le voyage, c'est vivre des expériences, c'est un peu comme une expérimentation. Donc voilà. Et ça a été une expérimentation finalement sur mon corps et sur aussi, on apprend plein de choses quoi. Et donc cette expérience à l'étranger, vous en avez une aussi tout aussi forte en France. Une épopée, je dirais même, Mont-Saint-Michel, Marseille. Expliquez-nous ce projet un peu fou. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je rencontre cet Américain avec sa poussette, je me dis je vais faire
je vais faire un projet. Alors, dans ma tête, je me dis pas que ça va durer aussi longtemps et je me dis pas que ça va faire 6700 km. J'avais évalué à 4000 et quelques kilomètres, donc rien à voir. Mais voilà, je pars, en fait, moi je suis normande, donc je pars du Mont-Saint-Michel. Et mon but, c'est de rejoindre Marseille, qui est un peu ma ville actuelle, enfin, même si je suis entre Granville et Marseille. Et le but, c'est d'aller sensibiliser, en fait, sur la fibromyalgie et de rencontrer des personnes atteintes. Et quand je lance ce projet, franchement, j'y crois qu'à moitié. Enfin, je le fais, je dis, ce que je vous disais tout à l'heure, je le fais un peu pour moi, en me disant, oui, je vais le faire, mais de toute façon, personne ne va me suivre, enfin, voilà. Et là, en fait, je passe dans quelques médias et là, je vois que en fait, la situation, elle n'a pas changé. Que c'est toujours pareil, on n'est pas reconnu, il y a énormément de maltraitance du corps médical parce que c'est une maladie qui touche à 80% de femmes. Et c'est tout de suite un peu, le cliché c'est dans notre tête et on est un peu hystérique, malheureusement. Donc voilà, après il y a des hommes atteints, hein, et pour eux c'est, je pense, encore pire. Mais du coup, je me dis, ouais, non, vraiment, il faut que je me donne à fond. Et donc je pars avec ma poussette, Huguette, et voilà. Et je suis très suivie, médiatisée, donc c'est top. Mais ça dure 1 an, il y a le Covid aussi où je suis obligée de m'arrêter. Et c'est fou, quoi. Enfin, c'est une expérience, voilà. Mais très vite, je me rends compte que en fait, j'avais pas trop évalué le nombre de côtes. Donc très vite en Bretagne, je me dis mais dans quoi je me suis embarquée. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que franchement, si je l'avais fait pour moi, j'aurais arrêté avant, quoi. Je pense à arriver à Compostelle, j'aurais arrêté. Puis là, en fait, je sais qu'il y a des gens qui attendent derrière moi. Et donc ça me permet de continuer, d'avancer. Et c'est ça un peu la magie des rencontres et du voyage, quoi. Et vous êtes parti, donc, alors j'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais il s'agit d'Huguette pour information. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Huguette déjà? Il n'y a pas de. En fait, un jour, un journaliste m'a demandé comment s'appelle votre poussette. Alors, c'est Huguette qui est sortie. Voilà. Je n'ai pas de grand-mère, de tante ou quoi que ce soit, mais voilà. Et, ça rime avec Violette. Donc, cool. Au niveau de votre périple donc en France, on pourrait se poser la question, qu'en était-il du logement? Là, on vous voit monter la tente. Vous avez dormi le long du littoral? Alors, j'ai dormi le long du littoral, mais j'ai dormi aussi pas mal chez les gens. Après, j'ai été obligée aussi de vous faire la part des choses parce qu'en fait, quand vous sensibilisez pendant toute la journée, que vous faites 30 à 35 km par jour, avec la poussette que vous poussez, c'est quand même sport. Donc voilà, j'ai fait du camping, si je voulais, j'aurais pu dormir chez des gens tout le temps, mais c'était trop fatigant. J'ai fait aussi des nuits d'hôtel, mais j'ai fait un peu de tout. En fait, ouais. Et vous avez fait de très belles rencontres, notamment au Portugal. Une personne avec des poires. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques rencontres que vous avez pu avoir qui vous ont marqué? Ouais, en fait, oui, c'est cette vieille dame que je rencontre. Elle parle pas. Enfin, bon, je parle un peu espagnol, mais je l'ai appris en Amérique du Sud, donc c'est un peu. Et en fait, c'était sur le chemin de Compostelle, et ils ont un peu l'habitude. Et elle me dit Pera, Pera. Donc elle me demande si je veux des poires. Et en fait, une vieille dame, elle est en train de taper avec sa canne, et je vais l'aider, et je passe un peu de temps avec elle. Et ouais, c'est la magie du voyage. Je repars avec, je sais pas, je prends 3 poires, elle m'en met plein les bras, je lui dis non, je n'ai pas besoin. Donc après, j'en ai redonné aux pèlerins. Et surtout, cette dame, c'est un beau moment parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup de personnes qui s'arrêtent. Elle est un peu seule et tout, elle montre des photos, enfin, c'est vraiment. Il y a des cornes de vache, il y a des portraits et tout. Et puis là, je lui dis, est-ce que je peux prendre un souvenir et je peux vous prendre en photo? Et donc on fait un selfie. Et on l'a jamais prise en selfie parce qu'elle rigole quand elle se voit, elle rigole. Et c'est fort, quoi. Et ouais, c'est des petits moments simples, mais qui te reboostent quand tu n'en peux plus. Et que voilà, c'est ça en fait. C'est que souvent, quand on a un petit peu marre, il se passe un truc. Et là, tu te dis, bon, voilà, tu repars pour 5 km, quoi. T'es reboosté. Mais sinon, oui, il y a aussi Rosé Louis que je rencontre. Alors lui, en fait, c'est dans un moment tragique. Il y a un
un bateau de la Guardia Civile qui entraîne, donc la police, qui est en train de chercher. Et il m'explique qu'il y a un pêcheur qui est tombé dans l'eau depuis ce matin et qu'il ne le trouve pas. Donc bon, se rencontrer dans ces circonstances, c'est assez particulier. Il y a un hélicoptère aussi qui arrive et qui essaie de retrouver la personne. Puis ce monsieur, en fait, on discute, je lui parle de mon projet. Je trouve que le moment est mal choisi, mais bon, il veut que je lui explique mon projet, donc je lui explique mon projet. Et puis il sort un petit carnet, il me dit j'ai un truc pour toi. Puis il me sort un trèfle à 4 feuilles. Là, je lui dis bah, c'est trop sympa et tout. Il fait attends. Et puis il m'en sort un deuxième. Et là, je me dis mais c'est fou quoi. Et je lui dis non mais j'ai pas besoin du deuxième. Ah, c'est déjà bravo. Enfin vraiment merci beaucoup quoi. Puis enfin, je suis un peu en pleurs parce que franchement voilà le moment enfin c'est assez impressionnant. Et moi j'ai jamais cherché un trèfle à 4 feuilles en plus de ma vie donc je trouve ça fou quoi. Et ce monsieur en fait, c'est trèfle à 4 feuilles donc il me dit oui mais il est bien dans un livre, oui je fais oui pas de souci. Et en fait à la fin pour la petite histoire j'en ai plus qu'un, l'autre j'en ai perdu un. Donc en fait il avait raison de m'en donner deux quoi. Et c'est toute une symbolique après voilà c'est un peu romancé mais c'est ce qui se passe et c'est fou. Enfin voilà il y a des petits hasards comme ça. Qui sont pas finalement, je trouve que c'est pas vraiment du hasard, c'était une rencontre, c'était peut-être prévu en fond. Et vous avez donc vécu toutes ces rencontres magnifiques, ces grands moments d'émotion, mais vous avez aussi des moments plutôt de retrait qu'on peut voir sur cette photo de lecture. Quel a été votre rapport justement avec le livre tout au long de votre parcours, qu'il soit à l'étranger ou même en France? Je sais qu'à un moment, quelqu'un vous a conseillé Paulo Coelho. Oui. Bah, ce livre, il m'a reboosté à un moment donné où j'étais bloquée à Tahiti, je cherchais un travail et tout. Et en fait, ce livre-là m'a donné envie de repartir. Pour moi, ce livre-là, il est hyper intéressant parce que c'est vraiment l'idée du voyage. C'est-à-dire, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et en fait, on peut faire une rencontre qui va tout changer et il faut se laisser porter. Et moi, là où j'étais un peu en stress, à me dire je n'ai pas de travail, je voudrais continuer. Parce qu'à la base, quand je suis arrivée à Tahiti, je voulais trouver un travail pour continuer à repartir en Amérique du Sud. Puis finalement, je n'ai pas du tout fait ça. Mais voilà, là, ça m'a redonné envie. Et là, qu'un livre ait ce pouvoir-là, et surtout d'expliquer ce que c'est le voyage. Une histoire de berger, je trouvais ça fou. Après, j'ai pas beaucoup lu, mais franchement, il y a des livres à certains moments qui sont, quand on m'a dit de le lire, en plus c'était un dirigeant du Carrefour local, donc c'était improbable, qui a lu en fait cet article de la dépêche de Tahiti, un gars qui le rencontre dit mais si, elle est là tous les jours, elle vient pour le wifi, tu peux la rencontrer, enfin c'était fou. Et c'est grâce à lui que j'ai trouvé un travail par la suite, donc en fait c'est fou quoi, il y a des rencontres. Et Paulo Coelho le résume, et puis c'est pas long à lire. Donc oui, alors il s'agit du titre L'Alchimiste, on a la bibliothèque, et je vous conseille aussi fortement, c'est un très très beau livre. On revient peut-être à Huguette. Comment Huguette a pu vous aider tout au long de votre parcours entre Mont-Saint-Michel et Marseille? Et est-ce que vous avez rencontré des petites péripéties avec Huguette? Alors Huguette, d'un sens, c'était ma plus fidèle amie, donc c'est pour ça qu'elle m'a aidée. Après, elle m'a aidée pour la visibilité du projet. Dessus, on ne voit pas forcément sur les photos, mais dessus, il y a écrit le projet que je suis en train de faire, donc les gens lisent. Bon, et puis il y a le petit drapeau aussi. Bon, les gens croient les 3/4 du temps que j'ai un enfant dedans, ce qui n'est pas le cas. Donc ils s'arrêtent pour ça, ils me voient sur la route. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que des fois c'était dangereux parce que j'étais sur la route. Et les pistes cyclables, malheureusement, entre ce qu'on nous vend et ce qu'il y a réellement, c'est pas trop ça. Mais en fait, c'était ma protection quelque part parce que par rapport à des cyclistes, moi, la poussette, elle est assez large. Elle fait, en fait, c'est comme un fauteuil roulant. Elle fait la même largeur. Et donc du coup, les voitures passaient vraiment très large. Par rapport à des cyclistes, je voyais ça. Donc donc c'était ça. Puis c'était aussi mon sac à dos, donc il y avait tout dedans. Donc voilà. Puis vraiment, ces vecteurs, les gens se demandent mais qu'est-ce que cette nana elle fout avec une poussette, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et les 3/4 pensent que j'ai un enfant, ils sont là bébé, non, il n'y a pas de bébé. Mais voilà, et j'explique, et puis au contraire, il y a des gens, ils voient le mot fibromyalgie, et là, ils s'arrêtent pour ça. En fait, soit ils s'arrêtaient pour les 6000 km,
aussi parce que c'était écrit 6000 km et trouver ça pour le défi, soit pour la maladie en fait. Et donc vous avez vécu plein de choses avec Huguette. La pauvre a perdu 2 bras, 3 C'est ça. bras, je ne sais plus. Ouais, non, c'est en fait, c'est un peu une poussette adaptée. Normalement, c'est ce que, je pense que vous avez déjà vu ça, mais c'est ce qu'on met derrière un vélo. Et je l'ai un peu adapté. La roue, elle existe, la roue devant. Mais mon père m'a mis un frein. Et puis ouais, en fait, en fait, on se rend pas compte, mais à force de faire ça, ça casse au niveau de certains axes. Parce que la poignée, elle n'est pas vraiment prévue pour ça. Puis je pense que ils n'ont jamais prévu pour quelqu'un qui va faire 6000 bornes et qui va passer autant de trottoirs. C'est aussi, dans cette aventure, j'ai aussi vu ce que c'est que le monde n'est pas adapté à une poussette ou même à quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Il y a des trottoirs tout le temps. Il n'y a jamais de rampe ou très peu. Donc à part, je dirais, Barcelone qui était très plat et très adapté, le reste, voilà. Donc ouais, des fois ça a brisé, je suis tombée la poussette je l'ai fait tomber une fois, on a dû passer des rails à un moment donné, je suis passée sous des tunnels aussi avec, ça j'en menais pas large, mais les Espagnols c'est là, mais si tu peux passer, il n'y a pas de souci, ouais. Non c'est, voilà, mais ouais, j'avais quand même, à la fin j'avais toujours un guidon de rechange. Voilà, donc j'ai pu changer plusieurs fois, j'ai cassé une roue, l'axe de la roue, parce que j'ai cassé les pneus, malgré qu'ils soient incassables, soi-disant, il y a toujours un truc qui vient, voilà, j'ai eu un pneu crevé une fois, mais non, après, j'ai fait aussi une fois, j'ai mis les freins, en fait il y a 2 freins, on va dire, à main, voilà, on met, et elle était en haut d'une côte et j'ai retrouvé en bas, et là j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, tu es où? Et voilà, mais ça devient une personne, ça devient quelqu'un qui est hyper important, quoi. C'est voilà. un compagnon. Complètement. Et donc vous êtes arrivé à Marseille, on aurait pu penser finalement que le projet était terminé. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Mais finalement pas du tout. Qu'en est-il de la suite? Ouais, en fait, quand on m'a proposé d'écrire un livre, en fait, j'ai dit non direct parce que je me suis dit ça va être trop contraignant de rester assise parce que je peux pas rester assise très longtemps, c'est trop de douleur. Et puis l'éditeur est revenu à la charge, il m'a dit mais si tu veux tu peux le coécrire. Et là je me suis dit bon, coécriture, j'ai déjà écrit une partie des textes. Et donc du coup je l'ai coécrit avec Gérard Schereler et en fait on s'entendait très bien. Et dans ma tête, si j'écrivais ce livre, je refaisais les 1000 km pour aller jusqu'à Paris. Je faisais ça, c'était sûr. Parce qu'on m'avait reproché de ne pas être allée au ministère et de ne pas avoir fait quelque chose pour la Journée mondiale de la fibromyalgie. Et parce que je ne plais pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont la fibromyalgie qui ne comprennent pas, ce que je peux concevoir, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et je me suis dit, non, je vais faire ça. Et ouais, j'ai repris 2 mois pour faire ça. Alors là, ça a été très intense, bien plus intense. Je trouve parce que voilà, je sais que derrière, la marche pour moi, je pense que c'est un peu fini. Donc voilà, c'était très particulier. Et puis il y avait des sollicitations vis-à-vis du livre. Le livre est sorti en plein milieu de la marche. Donc voilà, mais c'était hyper intense. Et il y a tant à faire et tant de sensibilisation et surtout à la fin, donc moi mon but c'était d'aller déposer le livre et de donner le livre au ministre de la Santé. Et donc j'étais là avec mon petit livre à faire des vidéos et essayer d'embêter le ministre de la Santé pour qu'il me reçoive. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'arrivé au pied de la Tour Eiffel, je suis passée à l'Élysée, on a déposé le livre, on était plusieurs à la Journée mondiale de la fibromyalgie qui est le 12 mai. Et à l'Élysée, on s'est fait bien remarquer. On était une vingtaine, mais voilà, avec des personnes en béquille, parce qu'il y a des personnes en béquille et qui étaient vraiment. Et puis moi, avec ma poussette, tout de suite, c'était un peu alerte à la bombe ou alerte, voilà, normal. Voilà. J'avais pas ma carte d'identité, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, donc c'est une personne qui était avec moi qui a déposé le livre. J'avais pas non plus, il faut avoir une enveloppe. Bref, on a réussi à déposer le livre et à l'Élysée, je pense qu'ils ont un peu expliqué au ministère que j'arrivais.
Et en fait, au pied de la Tour Eiffel, je n'étais pas au courant, je reçois un appel privé, masqué, et là, il y a la conseillère, une secrétaire conseiller du ministre de la Santé qui m'appelle et qui me dit il est 17h, vous êtes où? On vous attend au ministère de la Santé. Et là, c'était fou, quoi. Là, vraiment, c'était concret, je pouvais rentrer au ministère. Et je suis rentrée sans ma carte d'identité. Mais ouais, c'était fou. Après, ça n'a malheureusement pas forcément donné grand-chose à l'heure actuelle, mais je désespère pas, on désespère pas, parce que derrière, il y a plein de gens qui ont besoin. Hein. La fibromyalgie, c'est 2 à 3 millions de personnes qui sont atteintes, 2 à 3 millions connus. Et voilà, mon but, c'était d'aller présenter, pas juste mon livre, c'est d'aller présenter un programme pluridisciplinaire adapté. Parce que lors de cette marche, j'ai interviewé des praticiens. Et en fait, je suis allée voir des praticiens, parce que j'ai une vision un peu de la maladie, un peu comme on est déséquilibré, et un peu comme, moi je suis ancienne sportive de haut niveau, donc un peu comme du sport de haut niveau. À l'heure actuelle, il n'y a rien pour nous. Et c'est d'essayer de trouver un semblant d'équilibre en revoyant tout ce qu'on peut revoir. La nutrition, pour faire un peu de sport, mais d'être bien accompagné. Faire du kiné, revoir peut-être, moi j'utilise beaucoup de la musicothérapie, donc en fait c'est d'essayer de trouver des solutions et voilà, qui sont non médicamenteuses et de lancer le débat sur la prise en charge de la douleur chronique à l'heure actuelle, puisque en fait il n'y a pas grand chose pour, et la douleur chronique c'est 12 millions de personnes en France, et ça, avec notre système où on est sédentaire et où on est assis toute la journée dans beaucoup d'emplois, on voit bien que, voilà, et puis bon, il y a plein de choses, hein, on ne mange pas forcément très bien, enfin voilà, il y a plein de choses à revoir. Et donc du coup, c'était l'occasion de faire une web-série qui va bientôt sortir et d'apporter ces solutions au ministère. Voilà, donc j'ai été entendue, pardon, mais voilà, j'attends et puis je relance et voilà, et puis je développe, enfin voilà, j'essaie de, c'est pas juste dire ça va pas, on n'est pas reconnu, c'est nul. C'est d'avoir un discours constructif et d'apporter des solutions, parce qu'en fait ce dont je m'aperçois, c'est que tout le monde est impuissant face à la douleur chronique, et chaque individu est différent en plus face à la douleur chronique. Donc le corps médical, il est impuissant, mais il nous renvoie à cette impuissance en nous disant que c'est dans notre faute et en nous culpabilisant. Mais parce qu'il se sent, un médecin aura du mal à dire je ne sais pas, c'est compliqué, c'est pas dans leur langage. Un médecin, il doit tout savoir et il doit proposer quelque chose. Et en même temps, en plus, la personne qu'il a en face de lui attend ça de lui. Donc c'est vrai que c'est tout un... Enfin, j'en parle dans le livre, mais c'est assez complexe. Et comme j'ai remarqué ça, je me suis dit, je vais donner la parole à des gens qui ont l'habitude ou qui, justement, ne savent pas trop comment traiter la chose. Et puis voilà, essayer de lancer le débat, essayer de faire avancer les choses. J'espère que ça va... réussir sincèrement. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que j'en pose beaucoup. Mais... C'est quel médecin qu'il faut diagnostiquer? Alors les 3/4 du temps, c'est un neurologue. Mais après, il y a des médecins, même des kinés, qui s'aperçoivent qu'en fait, on a ça. Mais après, pour être vraiment diagnostiqué, il y a des spécialistes plutôt basés à Paris, mais qui peuvent donner un diagnostic rapide. Mais il y a plein de gens qui me demandent quel médecin tu as vu. En aparté, je le dis, mais c'est vrai que c'est pas... En fait, c'est une maladie qui est malgré tout pas connue. Hein. Moi, il y a des médecins qui me... Et avec beaucoup d'a priori, c'est-à-dire que je rencontre des jeunes médecins qui me disent c'est dans votre tête, mais sans avoir... parce qu'on leur a dit ça, mais sans avoir vu par eux-mêmes, en fait. Puis d'autres qui sont là, qui me demandent mais comment vous faites-vous, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux... En fait, même certains kinés me demandent mais qu'est-ce que je peux faire, parce qu'ils sont impuissants, en fait. Et moi, c'est difficile de répondre parce que moi-même, je ne sais pas forcément. Et ce qui me convient n'est pas forcément ce qui convient à d'autres personnes. Et je suis ancienne sportive de haut niveau, sportive. Donc c'est plus simple pour moi qu'une personne qui n'aura pas fait de sport. Et qu'il faut aussi avouer que des fois, la fibromyalgie, il y a d'autres pathologies. Vous avez d'autres personnes qui peuvent être en surpoids ou qui peuvent avoir une spondylarthrite ankylosante en plus, des problèmes psy, voilà, et bien sûr. Mais c'est pas psychologique, c'est un facteur en fait, il y a plein de facteurs. Et si on travaille sur tous ces facteurs d'une manière un peu globale, on arrive à des résultats, mais il faut une prise en charge pluridisciplinaire.
Et c'est pas, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué à faire entendre ça. Voilà, mais je suis là pour ça. Et finalement, pendant votre premier voyage, vous êtes passé d'une jeune femme qui était alitée et qui ne pouvait plus travailler à quelqu'un d'actif, alors que vous n'aviez plus de prise en charge. Finalement, votre prise en charge, elle était dans la tête quand vous disiez ce qui nous motive de nous lever le matin, ce qui crée de l'endorphine, la découverte, l'activité. Finalement, est-ce que c'était une thérapie à part entière? Mais complètement. Je pense que le voyage, c'est la meilleure thérapie. Après, tout le monde ne peut pas se permettre, mais clairement, je le conseille à plein de gens parce que ça nous fait penser à autre chose et relativiser sur plein de choses. Donc moi, clairement, sans le voyage, mais sans la maladie, je n'aurais pas voyagé non plus. Donc voilà. Moi, je dis merci à la maladie, merci au voyage. Enfin, ça apporte tellement et c'est pour ça que j'ai envie de repartir à chaque fois en fait. Pour moi, c'est dur de rester déjà statique physiquement, mais c'est dur aussi de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs parce que c'est source d'inspiration et c'est hyper intéressant en fait. On découvre plein de choses. Quand on est curieux, c'est vrai que. Puis j'aime bien voir les choses et apprendre des autres. Donc le contact humain, la rencontre. Il y a des choses qui se passent et donc voilà, j'adore le voyage. Bon, mais oui, c'est une thérapie. Ouais. Est-ce qu'il y a des recherches à votre connaissance? Alors il y a quelques recherches, malheureusement pas trop en France. Il y a eu des recherches sur le microbiote, qui ça démontre qu'on a un problème de microbiote. Il y a des recherches aussi, alors c'est plus en termes de traitement sur les caissons hyperbares. En Israël, ils le traitent comme ça. Et il y a des recherches aussi sur les anticorps, en fait. On aurait un problème d'anticorps. Et je pense que de toute façon, on a un problème généralisé voilà, qui est lié malheureusement à notre situation actuelle, le monde dans lequel on vit actuellement, et qui est certainement multifactoriel. Mais après, moi, je ne suis pas scientifique. Le problème, c'est qu'après, il faut trouver des financements pour ces scientifiques pour faire avancer les choses. Et entre guillemets, la fibromyalgie, c'est que 2 à 3 millions de personnes, donc ça n'intéresse pas forcément grand. Ce qui est dommage, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de maladies, et pourtant il y a beaucoup de gens qui sont atteints. Moi, j'ai 2 questions qui sont une seule. Est-ce que vous avez eu des traitements justement neuro antidouleurs sur lesquels vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes habitué très rapidement et que la douleur prenait le dessus même sur le traitement? Alors moi j'ai été sur plein de traitements, j'ai fait plein de tests et finalement ça me rendait neuneux, donc clairement j'étais pas moi et j'avais aussi, ils m'ont donné plein de trucs, j'ai été énervée alors que c'était pas le but, alors que j'étais douloureuse et énervée, et puis vous avez mal à l'estomac, en fait on se rend bien compte et moi sur le terrain c'est ce que je me suis rendu compte, je m'étais déjà rendu compte sur la première marche, mais sur la deuxième marche et ce que je vais expliquer dans la web série c'est qu'il y a une dépendance aux médicaments qui est... Malheureusement quand vous avez pris ça pendant 10 ans, ces médocs, et que finalement on est en train de faire marche arrière et dire que ça sert pas à grand chose, les effets sont irréversibles. Il y a un effet d'habituation, ça c'est sûr. En fait, oui, et j'ai rencontré des femmes qui me disaient moi j'ai essayé d'arrêter les traitements, mais je suis dépendante, je le sais. Puis d'autres qui ne savaient pas qu'elles étaient indépendantes. Mais je fais, mais si ça te fait cet effet-là quand tu arrêtes les traitements, c'est que tu as un problème de dépendance. Mais ça, c'est pas facile de l'entendre, c'est pas facile de le concevoir, parce qu'on a toute confiance en la médecine, on a toute confiance en notre médecin traitant. C'est normal, moi la première. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en centre antidouleur, j'étais sous l'Erica, qui est un médicament qui est pris par les personnes qui sont atteintes. Et en fait, on m'a dit, vous allez jusqu'à cette dose minimum par rapport à votre posologie, normalement c'est le max. Et arrivé à cette dose max, en fait, moi je ne ressentais aucun effet, à part que j'avais tout le temps faim. Ça me faisait rien. Et en fait, il me dit, finalement, si ça vous fait rien, continuez. Et continuez les doses. Et là, je me suis dit, mais en fait, il ne sait pas ce que...
Non. Dans ma tête, j'ai dit non. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, mais le jour où je suis en Australie et que je réussis mon pari, je lui envoie une carte postale, ce que j'ai fait. Hein. Mais voilà, parce qu'en fait, pour moi, c'était non. En fait, je suis pas un cobaye. Là, j'ai compris que j'étais un cobaye pour la science. En plus, moi, j'ai 25 ans. Normalement, ça touche plus les femmes de 40, 50 ans. Et je me suis dit, mais non, en fait, je ne veux pas être un légume. Et puis, j'ai vu des personnes aussi, quand vous allez en centre antidouleur, le vrai problème aussi, c'est que c'est hyper violent. Je suis arrivée la première fois, j'ai vu une dame, elle faisait en 5 minutes, elle faisait 5 pas, quoi. Et là, je me suis dit, non, c'était certainement pas une personne qui avait la fibromyalgie, mais j'ai réfléchi, j'ai fait, non, j'ai 25 ans, ça craint, quoi, qu'est-ce que je vais devenir? Et je me suis dit, mais jamais je veux finir comme ça. Donc voilà. C'est tout ça mélangé qui fait que j'ai arrêté très vite les traitements, ce qui, je pense, est une chance. Parce que en fait, moi, très vite, j'ai compris que la médecine ne pouvait rien pour moi. Et donc, du coup, il fallait que je trouve les ressources par moi-même et que je trouve des solutions qui n'allaient pas être des médicaments et qui allaient être des solutions autres. Après, j'ai de la chance, ça a bien fonctionné, hein, ça aurait pu mal se passer. Mais je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, déjà, c'est déjà important. Et puis, faire autrement, s'adapter. Personnes qui ont des handicaps, elles sont en constante adaptation de leur milieu. Donc, voilà, je m'adapte. Là, je fais ça, je vais aller marcher après pour compenser. Voilà, enfin, ma vie, elle est adaptée. Je travaille 6 mois de l'année parce que je ne peux pas travailler 1 an, sinon c'est trop complexe, j'ai trop de douleurs. Voilà, enfin, on s'adapte. Mais c'est vrai que c'est handicapant et moi, je témoigne qu'on peut faire des choses, mais il y a des gens qui, à l'heure actuelle, ne peuvent absolument rien faire. Donc, mon but, c'est de témoigner et essayer de faire avancer les choses. Les médecins ont plutôt tendance à augmenter les doses. Moi, j'ai refusé une augmentation de dose antidouleur chronique et on confond d'ailleurs, je ne suis pas diagnostiqué encore, ou en tout cas je ne sais pas, mais après on confond avec des maladies auto-immunes, avec des maladies, d'autres types de maladies qui se retournent contre soi. On peut même d'ailleurs basculer sur l'aspect psychologique avec la dissonance cognitive, on dit que c'est dans la tête, mais néanmoins la conséquence est bien la douleur chronique. Et cette douleur chronique, en fait, on veut qu'elle s'arrête, en vérité. Donc on cherche tout pour qu'elle s'arrête. Le problème, c'est que l'aspect médicamenteux, moi, je me suis rendu compte qu'on s'y habitue. Et donc la douleur revient. Oui, c'est ce que je dis, hein, on a la dépendance en plus finalement des douleurs, donc c'est pas forcément. Après, je pense qu'à franchement, à un certain moment, on en a besoin. Moi, je pense que et je regrette pas du tout d'avoir pris, mais à un moment donné, je me suis aperçue que ça me servait à rien. Mais je dis pas aux gens qu'il faut pas prendre de traitement, je pense que ça peut aider. Mais je pense qu'il faut mettre d'autres choses en place. Et c'est ce que je préconise et ce que je veux mettre en place. Mais c'est vrai que les médecins, ils sont habitués, une pathologie, un médicament, c'est comme ça en fait. J'espère que bientôt ça sera une pathologie et peut-être plus prescrire du sport adapté. Mais encore faut-il les structures. En ce moment, c'est la mode de dire le sport adapté, mais ça c'est payant pour vous. Moi, il y a des personnes qui sont... Moi, en fait, le vrai problème, c'est qu'avec cette pathologie, il y a des gens, ils sont dans un isolement total et dans une précarité, mais monstrueuse. Hein. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'offrir un truc à 10 € parce qu'ils sont payés au RSA. Voilà, parce qu'ils ont tout perdu. En fait, quand vous avez cette maladie, vous perdez tout. Et donc, c'est ce que... Je le montre pas forcément, mais c'est fatigant. Et moi, j'essaie de porter cette voix pour essayer de faire bouger les choses. Et c'est complexe. Mais en effet, on a ce réflexe médicament, mais moi, je pense que c'est pas... Faudrait qu'on... Et de toute façon, ils sont en train de dire qu'il faut sortir du tout médicament. Hein. Là, et je dirais que même les labos pharmaceutiques sont en train de créer, sont en train de se dire, tiens, pourquoi pas la musicothérapie, pourquoi pas des choses un peu différentes et en train de... oui, c'est ça. Les solutions non médicamenteuses commencent à prendre un peu la vol. Donc, tant mieux. Et puis, on est tous différents. Je veux dire, il y a plein de gens, ça peut leur faire du bien un médicament, mais... Sur le long terme, de toute façon, il faut bien réfléchir que sur le long terme, c'est des médicaments qu'on ne doit pas prendre sur le long terme. Mais quand vous avez cette douleur tout le temps, c'est vrai que vous allez le prendre à vie. Mais moi, je vois sur le terrain ce que ça fait. Des gens qui n'ont plus de cerveau. Franchement, quand vous voyez ça, ça fait mal au cœur et vous vous dites non, faut changer un peu. Mais c'est difficile. Toute seule, c'est un peu difficile de faire changer les choses, même si je fais un petit peu avancer les choses. Mais c'est difficile et c'est compliqué.
Tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez 6 mois et vous arrêtez 6 mois. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, qui ont un emploi régulier et qui bénéficient d'aménagement? Quel type d'aménagement Alors, il y a des personnes que je connais qui n'arrivent pas du tout à travailler, puis d'autres qui arrivent à travailler. Après, souvent sur des rythmes un peu moins d'heures, hein, des rythmes aménagés. Il y a des entreprises qui vraiment font attention à ça et prennent des gens qui ont... Alors, on peut quand même avoir la reconnaissance travailleur handicapé. Moi, je l'ai par exemple, mais moi, dans le métier que je pratique, je suis réceptionniste l'été, généralement dans les auberges de jeunesse ou les campings. Parce que ça me permet de rester en voyage sans voyager. Enfin, voilà. Du coup, il faut trouver son rythme et surtout trouver le bon employeur. Et ça, c'est pas forcément facile. Et bon, moi, comme je vois ma vie, moi j'aime beaucoup voyager, donc je préfère avoir 6 mois et faire autre chose 6 mois de l'année. Voilà. Et surtout sur ce projet, là, ça fait 3 ans que je suis sur ce projet, donc si j'avais pas eu ces 6 mois pour préparer le projet où je suis absolument toute seule pour faire tout, autant vous dire, voilà. Et moi, je travaille tous les matins sur ce projet. Par exemple, quand je travaille sur ce projet de marche et de livre, quoi. Enfin, le livre, j'ai travaillé 1 an de suite et après, j'ai accéléré et j'ai fait pendant 3-4 mois le livre à fond. Donc, voilà, ça me permet d'équilibrer. Mais il y a des gens qui arrivent à travailler, oui. Après, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à travailler et qui sont dans une précarité monstrueuse et qui sont lourdement handicapés, qui sont en fauteuil, ne peuvent plus rien faire. Voilà, en fait, c'est différent d'un individu à un autre. Et ce que je disais, il y a des gens qui ont plusieurs pathologies en même temps. Donc moi, entre guillemets, j'ai qu'une fibromyalgie. Donc voilà, et je l'ai eu jeune, j'ai un parcours qui est différent. Voilà, on a tous un parcours de vie différent. J'ai pas d'enfant à charge, voilà. J'ai pas de... je pourrais pas, dans ma tête, je peux pas avoir d'enfant avec cette maladie parce que j'ai pas forcément envie non plus d'en avoir, mais dans le sens où déjà je m'occupe de moi, de ma propre personne, de gérer mes douleurs et je me vois pas gérer autre chose. Et bon, gérer ce projet, c'est important. Donc c'est un peu, je dédie un peu, ça fait 3 ans que je dédie un peu ça à ce projet-là. Mais je reçois tellement que c'est pas... Enfin, c'est bien, plutôt. On va peut-être s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à venir autour de la table pour les poser. Une petite séance de dédicace est proposée par la suite si vous voulez l'ouvrage avec une petite signature. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci. Et au plaisir de tous se retrouver très bientôt. En tout cas, merci Violette. Merci à vous. Good night.